Dans l'actualité des idées aujourd'hui, les délaissés peuvent-ils s'unir 2 ans après son traité d'économie hérétique? Il publie aujourd'hui Les délaissés, toujours chez Fayard, professeur associé à la Paris School of Business et membre des économistes atterrés, tendance hétérodoxe. Donc Thomas Porcher est une des voix critiques de la pensée libérale dans le champ des idées et de la politique d'Emmanuel Macron sur la scène politique française. Dans ce livre, il dit d'ailleurs vouloir utiliser l'économie comme une arme pour la mettre au service des plus démunis, qualifiant sa discipline, à la manière de Bourdieu avec la sociologie, de sport de combat. Bonjour Thomas Porcher. Bonjour. Qui sont vos délaissés? Mes délaissés, c'est 85% de la population française et c'est des catégories de Français qu'on oppose volontiers mais qui en fait subissent tous les effets délétères du modèle économique tel qu'il est actuellement, c'est-à-dire basé sur le triptyque mondialisation, financiarisation de l'économie et austérité budgétaire. Donc ce sont les délaissés, ce sont les banlieusards, ce sont les gilets jaunes, les agriculteurs, mais aussi les cadres qui ont tendance à rejoindre aujourd'hui le sort des employés et des ouvriers, c'est-à-dire d'être pas ce que l'on appelle des gagnants de la mondialisation, mais plutôt des victimes de la mondialisation et de la financiarisation. Alors la France des gilets jaunes, celle des banlieues, celle des agriculteurs, celle des cadres moyens, cadres délaissés, vous leur consacrez à chacun une partie, un chapitre. Est-ce que ce sont des catégories vraiment nouvelles, propres à l'époque ? Alors, bien sûr, ces catégories peuvent être critiquables. Ce que j'ai voulu montrer, c'est que c'était en fait des catégories qu'on opposait. En tout cas, elles peuvent être discutables. Oui, elles peuvent être discutables. Et c'est pour ça qu'on est là aussi. Mais qu'on opposait volontiers. Par exemple, on oppose souvent les gilets jaunes et les cadres. Or, on se rend compte que les gilets jaunes ont subi la mondialisation, les industries ont disparu, ont des territoires. Vous avez l'emploi industriel qui a chuté dans la population active, qui est passé de 22% à 12% en 30 ans. Vous voyez, la financiarisation a accéléré cette mondialisation et a fait peser une pression sur les salariés. Et vous avez en même temps les services publics qui ont disparu de ces territoires. Voilà ce qui s'est passé, ce qui a été pour moi à la base de la colère de ces gens habitant dans ces territoires qui s'est manifesté à travers les gilets jaunes. Et vous regardez les cadres, ils subissent, mais de manière différenciée, parce que pas avec la même violence, mais ils subissent finalement la même chose. Les cadres aujourd'hui, ça fait 15 ans que le pouvoir d'achat des cadres diminue, parce que vous avez notamment les prix de l'immobilier qui augmentent. Aujourd'hui, un jeune cadre qui va bosser sur Paris, il vit dans un studio ou dans un 2 pièces en Île-de-France. Vous avez aussi des cadres qui subissent une intensité très forte au travail, ce qui amène à ce qu'on appelle aujourd'hui des burn-out ou du stress au travail. Ils perdent aussi le sens de leur travail. Il y a un très bon livre, Bullshit Job, qui démontre ça. Et donc, on se rend compte, et l'austérité aussi. Quand vous vivez sur Paris, vous allez aux urgences, vous constatez tout de suite les effets de l'austérité. Donc, on voit très bien que ces gens-là, plutôt que de s'opposer les uns et les autres, plutôt que d'opposer un délaissé à un autre délaissé, ils devraient s'accorder sur le fait qu'il faut un combat vertical pour remettre en cause la répartition des richesses aujourd'hui qui est extrêmement inégalitaire. Mais on a le sentiment parfois de catégories un peu fourre-tout et en même temps, vous en parlez comme des catégories assez homogènes, hermétiques. Si on prend la France des Gilets jaunes, comme vous la nommez, qui vous mettez dans cette France-là? Qui vous mettez derrière le gilet jaune? Parce que c'est encore une discussion que les sociologues ont aujourd'hui. Bien sûr, mais bon, après, c'est bien sûr que c'était, et je le dis bien au début du livre, c'était une catégorie protéiforme. Après, je me base sur mon expérience personnelle et sur ce que j'ai vu sur le terrain et sur les rencontres que j'ai pu faire. Mais qu'est-ce que c'est la France des Gilets jaunes? C'est la France des territoires. C'est la France des fonctionnaires catégorie B et C. C'est la France des employés et des ouvriers. Voilà, c'est à peu près ça que j'ai dit dans mon livre. Et on peut la mettre... Et qui a une fonction quand même, qui vit les conséquences de ce triptyque, de ce modèle économique, différemment, par exemple, que la France des banlieusards. La France des banlieusards ont les mêmes effets, c'est-à-dire désindustrialisation, impact de la mondialisation, casse du droit du travail, austérité budgétaire, parce que l'État se retire également des territoires. Mais la différence, c'est que les banlieusards, c'est en fait un nid à main-d'œuvre dont les centres-villes ont besoin, alors que la France des Gilets jaunes, elle est complètement délaissée. Donc les fonctions, en fait, l'impact est le même, mais les fonctions des populations est complètement différente. Les jeunes des banlieues vont travailler aujourd'hui sur les plateformes Uber, Deliveroo, etc. Donc on a une main-d'œuvre corvéable à merci, qu'on peut piocher dans les banlieues, alors que eux, les gilets jaunes, on leur propose la mobilité, c'est-à-dire quitter leur territoire pour aller dans d'autres territoires où il y a de la croissance, mais sinon on les laisse comme ça sur le côté de la route. Mais en fait, oui, c'est une catégorie protéiforme, mais qui regroupe majoritairement quand même des catégories B et C de fonctionnaires, je l'ai dit,
des employés et des ouvriers. Délaissés, oubliés, invisibles, on a parlé des banlieues comme ça aussi, comme des territoires oubliés de la République. Vous venez justement de Seine-Saint-Denis, vous êtes allé au lycée à la Courneuve, vous avez vécu aussi et ressenti ce que c'est que d'être de la banlieue, comme on disait surtout quand vous étiez un petit peu plus jeune encore. On va écouter des témoignages à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. De Montreuil, voilà ce dont rendaient compte Les Pieds sur Terre, magazine de reportage de France Culture récemment. Ici, à Montreuil, il y a deux Montreuil. Il y a le Montreuil gilet jaune et puis le Montreuil qui ne veut pas se faire remarquer parce que il sent, ce monde-là sent que ça pourrait être dangereux pour sa survie dans le présent, au jour le jour. J'ai eu à bouffer pour mes enfants, etc. Demain, je verrai bien. Quelqu'un qui porte un gilet jaune, qui était au RSA, il saura se défendre pour garder son RSA. Dans mon quartier de Lannou, un de mes voisins ne pourra pas le faire. Tout à l'heure, j'étais avec quelqu'un qui ne voulait pas se faire voir, qui ne voulait pas être en... nous, on a des aides sociales. Si on me reconnaît, on va me les enlever. Ils ne sont pas du tout sur la même plateforme de revendication que nous. Hein. Qui ils, quand vous dites ils Les pauvres du 93. Non, ils ne revendiquent pas du tout la même chose. Et donc... Qu'est-ce qu'ils revendiquent alors, à votre avis, de ce que vous avez pu entendre, vous, ici ? Déjà qu'on leur foute la paix. Qu'on ne leur demande rien parce que c'est leur présent, c'est pas leur avenir, leur présent qui est en jeu. Voilà le Montreuil des Gilets jaunes, celui du RSA, comme le présente cette dame. Qu'est-ce qui peut les réunir, ces deux Montreuil, d'après vous ? Quel peut être le trait d'union entre ces deux attentes, ces deux paroles ? En fait, déjà, j'aimerais rappeler une chose, c'est que en fait, moi, j'en parle dans l'avant-propos de mon livre, c'est que j'explique un petit peu ma démarche sur l'économie en la mettant en relation avec mon enfance ou avec mes combats auprès de salariés d'usines qui ont fermé, que j'ai menés ces dernières années. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'économie, on manipule des grosses masses monétaires, on parle d'indicateurs, de déficit, de dette, mais on fait comme s'il n'y avait pas d'impact concret sur la vie d'être humain. Or, dans les faits, il y a des impacts concrets. Et moi, je les ai remarqués très jeunes. Je veux dire, j'ai vu mon quartier, moi, en 20 ans, la Seine-Saint-Denis, se dégrader, s'appauvrir. Il y a des quartiers où vous avez 50% de taux de pauvreté. Pourquoi ? Parce qu'il y a des usines qui ont fermé. Moi, j'habitais près d'une usine, d'un centre industriel où les usines ont fermé les unes après les autres. Et j'ai vu mes camarades de classe qui avaient leurs parents qui étaient mis au chômage, qui tombaient dans l'alcoolisme, les avis du huissier sur les portes que les jeunes essayaient de cacher, ces jeunes qui inventaient des faux emplois à leurs parents pour ne pas avoir honte. Tout ça, je l'ai vécu quand j'étais jeune. Et quand j'ai fait mes études d'économie, un peu plus tard, à la Sorbonne, je me suis rendu compte, et je l'ai appris, que les théoriciens de l'économie, du libre-échange, savaient que le libre-échange allait entraîner un conflit d'intérêts entre ceux qui étaient qualifiés, qui allaient en profiter, et ceux qui n'étaient pas qualifiés, qui allaient subir la concurrence de l'extérieur. Donc tout ça était visible depuis le début et tout le monde le savait. Et donc on savait que la mondialisation n'allait pas rendre heureux tout le monde, comme l'a dit Alain Minck dans son livre des années 90, et qu'il y avait une partie de la population qui en souffrait. Et moi, ça, je le voyais sous mes yeux. Et donc c'est important aujourd'hui de savoir que tout choix économique, quand on redit par exemple comme Emmanuel Macron qu'on va économiser 15 milliards sur l'assurance maladie, il y a des conséquences sur l'hôpital, sur le remboursement des médicaments, sur les soins, etc. Aujourd'hui, toute décision économique a un résultat concret sur des individus. Ça, c'est important de le rappeler. Maintenant, sur les traits d'union qu'il peut y avoir entre des classes plus pauvres et d'autres classes, c'est qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, le problème n'est pas de déshabiller Pierre pour habiller Paul, comme les partis politiques le font. Aujourd'hui, les partis politiques, ils instrumentalisent une division entre pauvres, et c'est là-dessus qu'ils font en fait leur fonds de commerce électoral. Mais la réalité, c'est que l'on soit un libéral comme Emmanuel Macron ou une nationaliste comme Marine Le Pen ou comme Trump ou comme Salvini, vous regardez que le modèle économique, le système économique vise toujours à protéger les 1%. Baisse de fiscalité sur les plus riches chez Trump, baisse de fiscalité chez Salvini, baisse de fiscalité chez Macron et probablement baisse de fiscalité aussi chez Marine Le Pen. Donc il n'y a jamais une volonté de remettre en cause la distribution des richesses. Et c'est ça le vrai problème, c'est que les classes populaires doivent s'unir pour remettre en cause cette redistribution des richesses.
pas en pensant qu'il faut déshabiller l'un pour habiller l'autre, c'est faux. Et aujourd'hui, la guerre des pauvres, c'est ça, c'est quelque chose d'instrumentalisé, même si ça commence à changer, parce qu'on a vu quand même, par exemple, le comité Adama qui s'est uni avec les Gilets jaunes, on voit quand même des convergences de lutte, et il faut qu'elles s'accentuent avec le temps, parce que ça commence quand même à se faire. Mais il faut que, je pense, d'ici 2022, ces forces arrivent et moi, c'est la deuxième partie de mon livre où je propose un programme commun ou les bases d'un programme commun, mais ça arrive à s'entendre sur un programme et qu'elles mettent quelqu'un au pouvoir pour les représenter. Qui les oppose, Thomas Porcher? Vous avez l'air de dire que la division, elle vient toujours de l'extérieur, des forces du marché, de la mondialisation, des partis politiques. Mais quels intérêts convergents entre ces 4 catégories? Est-ce que vous avez trouvé le fil, à part de constituer une force numéraire, voire majoritaire, 85% disiez-vous, si on les réunit? Oui, j'ai trouvé le fil, tout à fait, c'est qu'elles subissent la mondialisation, elles s'appauvrissent avec la mondialisation. Leur vie est rendue beaucoup plus difficile au travail avec la financiarisation de l'économie. Et elles vivent toutes le retrait des services publics. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que même quand on est une classe moyenne plus, donc cadre vivant à Paris, vous allez dans un hôpital à Paris, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire des comparaisons internationales et de rentrer des données sur Excel pour se rendre compte qu'il y a un vrai problème et qu'il y a un manque de moyens et de financement. Vous parlez aux pompiers, qu'est-ce qu'ils réclament les pompiers? Des moyens, des financements. Vous allez à la Courneuve, moi dans mon ancien lycée, vous avez un décrochage scolaire qui est plus tôt, vous avez une population où 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté, vous avez une population qui est majoritairement jeune. Que fait le gouvernement? Il supprime les cours du soir, il passe les classes de 28 à 35. Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait une thèse à Harvard pour comprendre qu'il va y avoir des risques sur les populations de ces quartiers-là. Donc vous voyez, et là, je pense que là, il y a des points communs entre les habitants des territoires, les habitants des banlieues, les cadres moyens et les agriculteurs qui subissent de plein fouet la mondialisation parce qu'on les met aussi en concurrence avec des agricultures beaucoup plus industrialisées et ils subissent aussi la finance parce que les prix aujourd'hui sont déterminés sur des marchés financiers par les grandes banques comme Goldman Sachs. Donc c'est important de comprendre que ces gens ont intérêt à remettre en cause la matrice actuelle parce que cette matrice actuelle porte atteinte finalement à leur cadre de vie. Et est-ce que toutes ces Frances sont réconciliables? L'archipélisation de la France, c'est la thèse développée par Jérôme Fourquet, qui était à l'instant l'invité du journal de 12h30 de Thomas Cluzel. Jérôme Fourquet, politologue chargé de recherche à l'IFOP. Son dernier ouvrage s'appelait L'archipel français. Il est sorti l'an passé et il y racontait et montrait l'image d'une France, nation divisée en plusieurs îles, s'ignorant les unes les autres, une nation auparavant structurée par un référentiel commun. Est-ce que pour vous, qui êtes économiste, Thomas Porcher, la fracture, elle est aussi culturelle aujourd'hui? Oui, alors déjà, j'ai beaucoup cité le livre. Oui, vous le citez, c'est le titre que vous donnez à votre première partie. Tout à fait. Et vous rendez hommage à ce livre de Jérôme Exactement, Fourquet. qui est un très bon livre et sur les constats, je suis assez d'accord. Après, moi, je pense que tout ça est dynamique et pas statique et que même si la France est un archipel, ces archipels peuvent trouver des points communs pour mener une lutte commune. Je pense que le bloc aujourd'hui que certains appellent le bloc bourgeois est minoritaire. Je pense il est très divisé également, mais je pense qu'ils arrivent à s'entendre sur des points communs quand il s'agit de défendre leurs intérêts. Et aujourd'hui, c'est ce que doit faire la majorité de la population. Votre question, vous pouvez me la répéter? Sur la fracture culturelle, est-ce qu'elle est culturelle aussi pour vous? Il y a une fracture géographique, sociale, culturelle qui est très claire. Là-dessus, on est tous d'accord. Mais il y a beaucoup de points communs sur le système économique. Or, souvent, on met en avant ces différences culturelles, ces différences sociales, ces différences géographiques pour diviser les Français. Vous parlez des Gilets jaunes, on vous dit mais attends, mais en banlieue, ils vivent ça depuis longtemps. Vous parlez des banlieusards, on dit mais tu ne prends pas en compte les agriculteurs. Vous parlez des agriculteurs, on dit oui mais attends, tu n'as pas pris en compte les cadres. Non mais en réalité, toutes ces catégories-là, malgré les différences que vous énoncez, elles sont victimes d'un même modèle économique. Et c'est là-dessus qu'il faut concentrer les efforts. C'est sur le modèle économique. Or aujourd'hui, l'économie, c'est souvent finalement la grande absente des débats, y compris à la présidentielle. Le programme d'Emmanuel Macron, il a été présenté 1 mois avant le premier tour. Très rapidement dans une interview des Échos. Il n'y a pas eu de débat sur ce programme. Pourtant, c'était un programme, quand vous dites que vous retirez 120 000 postes de fonctionnaires, faut nous dire où exactement, dans quel service. Quand vous dites que vous économisez 10 milliards sur l'assurance chômage, alors que vous allez créer des prestations chômage pour les auto-entrepreneurs et pour les démissionnaires, faut nous dire comment vous allez faire, parce que vous ne pouvez pas économiser et donner plus d'argent d'un côté. Il n'y a pas eu de débat là-dessus. L'économie, c'est quelque chose d'assez abstrait pour les gens, de compliqué, où d'un côté, vous avez les raisonnables et de l'autre côté, vous avez les rêveurs. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les rêveurs sont plutôt les raisonnables. Les raisonnables sont devenus des rêveurs, mais plutôt de tendance cauchemar. Mais aujourd'hui, en fait, le nerf de la guerre, pour toutes ces catégories-là, il n'est pas sur
sur la géographie, le social, le culturel, il est vraiment sur l'économique. Emmanuel Todd, qui vient de publier Les luttes de classe en France au XXIe siècle, estime que le pays est en train de rejouer, ou pourrait très prochainement rejouer, une lutte des classes. La prise de conscience des profs qui sont très mal payés et que le changement du système de retraite va les mettre en péril, en fait, ça va être ce que je dirais l'entrée dans la danse de ce que j'appelle la petite bourgeoisie. Alors aujourd'hui, on ne l'appelle pas la petite bourgeoisie, on les appelle la France d'en haut, ce qui est assez curieux pour moi. Mais les phénomènes, je dirais, de contestation efficace, de révolution, enfin de tout ce qu'on veut en fait en termes de lutte des classes, ne se produisent que quand les classes moyennes et particulièrement la petite bourgeoisie entrent en scène. Et c'est ce qu'on sent venir. Mais je ne parle pas pour les 5 jours qui viennent, pour les 2 mois qui viennent. Je parle pour les décennies qui viennent. Mais ça risque d'aller assez vite. Les moyens de communication modernes nous promettent des accélérations historiques assez intéressantes. Vous la voyez venir, vous aussi, Thomas Porchet, cette petite bourgeoisie en colère, prête à entrer en scène? Tout à fait. Là, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai fait une partie, et je tenais à le faire sur les cadres dans mon livre. Mais quand je suis les derniers événements et les manifestations qu'il y a eu, je vois les avocats qui ont manifesté très fortement contre le gouvernement. J'avais pas mémoire, moi, de manifestations aussi fortes des avocats dans mes 20 dernières années de militantisme. Je vois aussi que les médecins, certains médecins ont quitté, ont démissionné pour protester contre le manque de moyens à l'hôpital. Donc on se rend bien compte quand même qu'il y a des catégories qui, à la base, on sentait peut-être protégées, qui aujourd'hui rentrent dans la danse de la contestation. Et donc, effectivement, il peut y avoir un basculement. Après, moi, il faut voir comment ça se manifestera par le vote ensuite. Parce que dans les statistiques de vote, on voit bien qu'en fonction de son statut social, on a un candidat favori. Mais là, à mi-mandat, sur les dernières manifestations, j'ai été assez impressionné par justement le fait qu'il y ait une classe moyenne qui rejoigne la classe la plus pauvre dans les combats. Le démographe, toujours sociologue, Todd parle lui d'une bureaucratie folle aujourd'hui, aveugle aussi aux réalités du pays. Vous parlez dans ce livre, Thomas Porchet, de la nécessité de réhabiliter un État stratège. Pourquoi vous trouvez qu'aujourd'hui l'État ne remplit plus son rôle, en tout cas pas le bon rôle qu'il devrait jouer? Mais bien sûr, il n'y a plus d'État stratège. Vous regardez aujourd'hui l'État, il est juste. Alors moi je vais vous dire, l'État stratège, c'est vous avez une vision, par exemple une vision sur la transition énergétique. Vous avez des entreprises publiques, EDF, Engie en partie publique, et vous faites Areva qui a changé de nom, et vous faites en sorte en fait que ces entreprises suivent un plan. D'accord ? Le plan du nucléaire, c'était ça. De Gaulle avait une vision. On a fait une cinquantaine de réacteurs en moins de 10 ans. Voilà, il a eu sa vision, ça a été accompli. Donc c'est ça un État stratège, c'est un État qui fixe des objectifs sur le long terme et les entreprises publiques suivent. Aujourd'hui, l'État stratège, c'est seulement la seule stratégie qu'il a, c'est de démanteler les forces publiques, en privatisant les entreprises publiques, etc., en mettant de la flexibilité dans le marché du travail, en réformant les retraites. C'est la seule stratégie qu'il a. Il n'a plus de vision de long terme économique. C'est ça qui manque à l'État. Et dans mon dernier chapitre, je dis bien qu'il faudrait réconcilier l'industrie dans un vaste plan de transition énergétique. Pour faire ça, on est obligé d'avoir un État stratège. Vous ne décidez pas de fermer un réacteur en 2 ans. Je veux dire, si on veut demain fermer une partie des réacteurs pour développer des renouvelables, il faut s'assurer de la sécurité énergétique, il faut s'assurer de l'équilibre énergétique européen, et il faut avoir un plan de fermeture pour que les équilibres soient respectés. Et ça nécessite une vision de long terme. Or aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la loi sur le marché européen de l'énergie, le marché européen, c'est la loi du marché, le marché du carbone, toutes ces choses-là, etc. Donc on a une flexibilité, on a finalement des mouvements de court terme qui vont à l'encontre d'une vision de long terme. C'est ça un État stratège. Et après, réduire la dette, rééquilibrer les comptes, c'est aussi une vision. C'est peut-être pas la vôtre, mais c'est aussi une vision. Oui, mais pourquoi on doit le faire ? Enfin, je sais pas. On a des taux d'intérêt négatifs sur 15 ans. Enfin, moi, je veux dire, je suis concret. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Vous allez dans un hôpital, il manque de moyens de personnel. Je veux dire, vous allez dans une crèche aujourd'hui à Paris, on vous dit qu'on va prendre plus d'enfants et qu'on ne va pas augmenter le nombre de personnes. Non, mais des choses qui changent la vie des gens de tous les jours. Vous voyez, des gens, ils ont besoin de moyens. Donnons-leur des moyens. Moi, je propose dans mon livre, on leur donne 40 milliards la première année, puis on peut augmenter jusqu'à 100 milliards. Je veux dire, vous savez, l'argent qu'on met dans le service public, il ne tombe pas dans un... Vous le savez, puisqu'ici, on est dans une radio de service public, ça ne tombe pas dans un trou noir. Ça permet de donner un service public aux gens. Le service public, c'est le patrimoine du pauvre.
d'accord, mais même, je dirais, le patrimoine de 80% de la population. Parce que moi, quand je suis mal, je vais aux urgences. Si j'ai un problème, j'appelle les pompiers, le SAMU. On le voit bien aujourd'hui avec la crise actuelle, comme le service public est nécessaire pour répondre à la crise, notamment du coronavirus. On voit bien que là, on compte sur le service public. Quand il y a des événements malheureux, comme des attentats, etc., heureusement que le service public est là. Donc, le service public aujourd'hui souffre et il faut le remettre à niveau. Vous prenez le RER B, par exemple, les transports, vous les prenez. Chaque fois que vous le prenez, il y a un problème. Il faut remettre les trains à niveau. Et ça, c'est pas de l'argent qui tombe dans un trou noir, c'est de l'argent qui sert les Français. Donc moi, j'hésiterai pas à mettre un peu plus d'argent, bien sûr, dans le service public, sans aucun problème. Et la dette n'est absolument pas un problème. Et il n'y a pas de lien entre dépenses publiques et dette. Je rappelle qu'on a la même dette que les États-Unis. Et la dépense publique des États-Unis, c'est 38% du PIB, quand nous, c'est 50%. La dette du Japon, c'est 200% du PIB, avec une dépense publique de 40%. Donc, il n'y a pas de lien entre dépenses publiques et dette. La dette, elle a augmenté avec le renflouement des banques après la crise financière de 2008. À quoi vous mesurez-vous, Thomas Porcher, le ras-le-bol social? Quels sont ou quel est votre thermomètre? Écoutez, moi, je regarde l'actualité, je vois ce qui s'est passé ces derniers... Enfin, sur plusieurs éléments. Je regarde déjà des données, hein, comme tous les économistes, puis après, il y a mes rencontres sur le terrain, et puis je vois ce qui s'est passé cette dernière année. On a eu des manifestations de gilets jaunes qui étaient imprévues, qui ont surpris tout le monde, qui n'étaient pas menées par des syndicats. On a quand même des gens qui sont en grève pour les retraites pratiquement depuis plus de 2 mois, hein, me semble-t-il, et qui tiennent bon. Donc non, il y a un ras-le-bol, il y a clairement un ras-le-bol, sauf que je pense qu'il y a une grosse partie des gens qui en ont ras-le-bol, qu'on n'entendait pas avant et qu'on arrive plus à entendre maintenant via les réseaux sociaux et via la manière de s'organiser qui est différente. Mais il y a clairement un ras-le-bol. Et de toute façon, quand on regarde les chiffres, il y a un appauvrissement d'une grosse partie de la population. Aujourd'hui, il y a des études très sérieuses, hein, d'économistes très sérieux, qui disent par exemple que ces 30 dernières années, les 1% les plus riches ont récupéré une plus grosse partie de la croissance que le reste de la population, ce qui n'est absolument pas normal. Invité jusqu'à 13h30, l'économiste Thomas Porcher à l'occasion de la sortie de son nouvel essai « Les délaissés », c'est chez Fayard et ça fait suite à son traité d'économie hérétique. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. Alors, pour unir plutôt que diviser, il faut trouver les intérêts, les convergences entre ces 4 France que vous déclinez dans votre ouvrage, Thomas Porcher. Et il faut ensuite imaginer comment renverser le système actuel, système profondément inégalitaire, nous dites-vous, qui ne profite qu'aux plus favorisés, avec donc des gagnants du système qui ne seront peut-être pas les mêmes demain si cette opération réussit. Quels sont les outils économiques, ces armes dont vous parlez, qui pourraient leur bénéficier? De quelle arme se saisir aujourd'hui? Alors, renverser le système, c'est un grand mot en fait. C'est établir un rapport de force pour changer le système. Parce que renverser, je sais pas. Je pense que il y a beaucoup de gens. Le problème, c'est pas aujourd'hui de renverser le système pour le renverser comme ça. C'est vraiment de trouver une voie de sortie à un système qui profite à une minorité. Voilà, d'utiliser aussi les outils actuels pour les mettre au service des plus défavorisés. Oui, tout à fait. Moi, je propose un programme économique. Et le programme économique est basé sur quoi? Sur une remise en cause déjà du fonctionnement de la finance. Si on ne remet pas en cause le fonctionnement de la finance, on aura ce que l'on a vu ces 30 dernières années, c'est-à-dire une perte de l'emploi industriel, un démantèlement des champions français, des délocalisations. On n'aura pas quelque chose de positif pour l'emploi. Or, aujourd'hui, on peut réconcilier l'industrie et la transition énergétique. C'est ce que je dis dans mon livre. Le service public, qui est essentiel. Investir dans le service public, ça je l'explique bien. 40 milliards, on peut aller jusqu'à 100 milliards après par an, pour remettre tout le service public à niveau. Parce que le service public profite à tous. Avoir une place en crèche garantie, avoir des transports qui fonctionnent, avoir une rénovation des bâtiments qui se fasse, 1 million de rénovations d'habitations par an. Enfin, voilà, des objectifs. Aller en Europe pour changer le fonctionnement de l'Europe. Et là, établir un rapport de force comme De Gaulle, comme Thatcher ont établi. C'est aussi extrêmement important. Donc, il y a toute une série de propositions que je fais, concrètes comme ça, qui peuvent servir de base, voilà, pour que ces délaissés s'emparent justement de ce programme commun et exercent une pression pour changer les choses. Voilà. Sinon quoi Pour qui comment va se traduire cette colère? Vous savez, en fait, ce que je disais, en fait, et je reprends, moi je commence par ça dans le livre, par ce constat. C'est-à-dire que moi je suis surpris par la capacité qu'ont les populations à encaisser les coups. Je veux dire, là je vous fais le rappel de ce qui s'est passé ces 12 dernières années, mais en 1 minute, je vous le fais en 1 minute. Il y a eu une grosse crise financière, une très grosse crise financière, d'accord, due au capitalisme financier libéral. Les banques sont tombées les unes après les autres.
c'est les populations qui ont renfloué les banques. Mais comme c'était très difficile de changer le modèle économique, on a accusé ces populations de vivre au-dessus de leurs moyens et on a dit que l'augmentation de la dette était due à un excès de protection sociale et de dépenses publiques. On a commencé à faire des coupes sur les dépenses publiques. La crise a entraîné une récession économique. Sur cette récession économique, le patronat a réussi à faire voter des lois travail, flexibilisant le marché du travail et rendant la vie des travailleurs encore plus difficile. Et, cerise sur le gâteau, les 1% les plus riches ont réussi à avoir des baisses de fiscalité, alors que ces 1% les plus riches, qui détiennent déjà 25% du patrimoine en France, avaient profité beaucoup plus de la croissance ces 30 dernières années. Voilà ce qu'ont subi les populations. Donc on peut continuer comme ça, mais le résultat, il est là. C'est quoi le résultat? La moitié de l'Europe n'a pas retrouvé son niveau de richesse d'avant-crise, c'est-à-dire que quelqu'un qui naît en Grèce, au Portugal, en Espagne, en Italie, est plus pauvre qu'il y a 10 ans. On va continuer jusqu'où? Jusqu'à ce que ce soit des Salvini partout qui soient élus, où on s'accorde sur le fait qu'il faille changer le système à un moment et qu'on aille sur quelque chose de plus raisonnable. Voilà, et quasiment 10 ans après cette crise financière qui avait débuté aux États-Unis et qui s'était propagée rapidement, notamment ici en Europe, dans les urnes aux États-Unis, ça a donné ça. Ça a été dur de voir l'usine fermer. On était plus de 300. Les produits importés ont fait beaucoup de mal. L'acier du Brésil, de Chine. Ils ont tué l'industrie américaine. Il est temps de faire quelque chose. La plupart des anciens de l'usine votent Trump. Beaucoup soutenaient Obama, mais maintenant ils sont avec Trump. Pike County est un petit village rural du sud de l'Ohio. Et l'industrie est en crise, il y a peu d'emplois, le moral est très bas. Donc pour moi, il fallait que je lui donne une chance. Beaucoup d'entre nous se sentent oubliés. C'est toujours pareil, on vote pour un politicien, mais 4 années passent et on ne voit aucun changement. On gagne moins, mais on trime 2 fois plus. Beaucoup de gens prennent de boulot, les retraités travaillent. Trump suscite de l'espoir, il entend la voix des Américains. Et chez John, le coiffeur, si on a voté Trump, la coupe est gratuite. Voilà, et le mois prochain, en mars, ce sera le scrutin municipal, les élections municipales. Pour qui vont-ils voter, vos délaissés, Thomas Porcher? Alors la première chose que je veux dire déjà sur le reportage, là, c'est que on peut trouver le même type de témoignage en France en fait. Voilà. Et que les États-Unis, c'était quand même pendant très longtemps l'exemple de la France. On nous parlait on disait que c'était un miracle économique. Hein. Quand Trump a été élu, il y avait 4,5% de chômage. Alors on dira c'est super, il y a un beau chiffre du chômage, mais derrière vous avez une extrême précarité des populations. 40% des Américains font une faillite avec un problème de $400. C'est-à-dire que leur machine à laver est cassée, ils doivent en racheter une autre, c'est fini. Voilà, 40% des Américains. Voilà où est-ce que ça en est, l'exemple du tournant Reagan-Thatcher des années 80. Donc, on en est à peu près au même stade en France, un peu moins parce qu'on a un modèle redistributif qui est plus important. Moi, je vais vous dire pour qui votent les délaissés. C'est le premier parti de France, c'est l'abstentionnisme. Voilà, c'est tout. C'est tout, c'est ça, les délaissés. En grosse partie, en majorité, c'est ça. Parce que finalement, Trump, mais comme Marine Le Pen, mais comme Macron, c'est très bien, il a trouvé une grille de lecture pour opposer les pauvres entre eux. Il a repris beaucoup d'éléments de la gauche qui n'existaient plus, le protectionnisme, etc., America is back, que Marine Le Pen a repris. Mais à côté de ça, il a fait des baisses de fiscalité pour les plus riches, comme ça n'a jamais été fait aux États-Unis. Donc vous voyez, le système de répartition des richesses, il restera le même, il sera même encore pire. Voyez, et de l'autre côté, on va au Texas, on oppose les Américains aux Mexicains, comme au Brexit, on a opposé les Anglais aux Polonais, comme en France, on oppose les Français aux gens d'origine maghrébine. Donc voilà, on divise les pauvres entre eux pour faire du clientélisme et se faire élire. Donc Trump, Marine Le Pen, Salvini ou même Emmanuel Macron ne sont absolument pas la solution aux délaissés. Alors, quelle va être la solution si le premier parti de France aujourd'hui, c'est l'abstentionnisme, l'abstention, vous appelez, vous, quand même, les électeurs, les Français, à voter au prochain scrutin, à tenter d'aller mettre un bulletin dans l'urne, parce que vous arrivez avec ce livre qui porte à la fois constat, mais aussi solution. Vous le dites vous-même, c'est presque un plan, un programme. Vous prenez une nouvelle radicalité écologique et sociale. La commune, c'est quand même une échelle importante. C'est pas celle du monde, c'est pas celle de la nation, mais c'est quand même dans la vie des Français une échelle assez importante. Comment traduire ce programme, cette nouvelle radicalité aujourd'hui dans les urnes? L'important Non, mais j'ai bien compris votre question. Après, je me positionnerai pas là-dessus parce que c'est pas le but du livre. Mais le vrai but du livre, c'est quoi? C'est de montrer en fait qu'il peut y avoir une convergence possible sur un modèle économique que l'on placerait au-dessus, on va dire, des questions géographiques ou culturelles, parce que c'est le nerf de la guerre.
Après, bien sûr, elles doivent être traitées également parce qu'elles sont importantes. Et moi, je les trouve très importantes. Mais d'abord, il faut remettre en cause le système économique parce que ce système économique frappe tout le monde d'un coup. Voilà où j'en suis. Et donc, il y a une convergence des luttes qui commence à émerger dans certains secteurs et on l'a vu sur le terrain. Il faut que cette convergence des luttes s'accentue. Après, pour 2022, quelle personne représentera au mieux ces délaissés? C'est dans 2 ans, on verra. Pour la commune... j'ai pas toutes les communes en tête et je sais pas ce qui se passe dans chaque ville. Probablement qu'il y a des choses très bien dans certaines villes, mais c'est pas à moi de me positionner là-dessus pour le moment. Un mot des agriculteurs, Thomas Porcher, puisqu'ils sont l'une des 4 catégories que vous mettez en avant dans ce livre, Les délaissés. Des agriculteurs ou l'agriculture française victime de son industrialisation, nous dites-vous, et aussi de cette financiarisation, celle des matières premières, celle des marchés trop fluctuants, trop imprévisibles. Ils ont payé cher. On est en plein salon de l'agriculture actuellement où le chef de l'État, le président Emmanuel Macron, a fait une visite. Il a été d'ailleurs confronté à des agriculteurs et à des gilets jaunes qui se sont retrouvés sur le salon. Voilà le début peut-être de cette convergence que vous appelez de vos voeux. Quelle réponse pour l'agriculture aujourd'hui, pour les agriculteurs? Quelles sont les armes, les outils économiques à leur tendre? En fait, ça fait 30 ans qu'on dit aux agriculteurs que plus ils se mécanisent, plus ils augmentent leur productivité, mieux ils seront. Et en fait, c'est l'inverse qui s'est passé. Plus ils ont augmenté leur productivité, plus ils sont devenus pauvres. J'appelle ça la malédiction des agriculteurs dans mon livre, que j'ai repris. C'est un concept de David Kaila qu'il avait mis dans son livre, un économiste très brillant, où on explique en fait que voilà, c'est pas parce que vous produisez 3 fois plus de tomates que les gens vont consommer forcément 3 fois plus, parce qu'il y a une limite à la consommation alimentaire. Et donc on s'est rendu compte que les gens produisaient de mieux en mieux, et qu'ils n'arrivaient pas à avoir un meilleur chiffre d'affaires. Ça, c'est la première des choses. En plus, ils étaient exposés à des pays qui avaient une concurrence, qui avaient des normes sociales et environnementales beaucoup plus faibles et qui avaient une agriculture beaucoup plus industrialisée. Donc la mondialisation a porté très fortement atteinte aux agriculteurs. La deuxième chose, c'est la financiarisation. Vous produisez aujourd'hui un bien agricole, vous ne maîtrisez plus le prix. Le prix, il est dans des espèces de paniers de biens créés notamment par le Goldman Sachs, comme le Goldman Sachs Commodity Index, qui a pour but de relier le prix des matières premières entre eux. Donc votre prix du blé est relié au soja, au pétrole, au gaz, au dollar et ainsi de suite. Donc vous ne maîtrisez même plus le prix du produit que vous vendez, ce qui est extrêmement compliqué et qui fluctue tous les jours sur les marchés financiers. Alors que les agriculteurs négocient avec les distributeurs tous les ans un prix de vente. Donc c'est très compliqué pour eux. Donc déjà, leur donner des garanties comme ils en avaient avant, un prix garanti, ce serait déjà une bonne chose. Non, mais ce serait déjà une bonne chose. Or, l'État, c'est là que je parle du troisième, l'austérité, l'État s'est redésengagé des territoires et des agriculteurs au moment où ils étaient les plus confrontés à la mondialisation. Donc revenir déjà sur une protection de prix garanti, ce serait déjà une bonne chose, ça les soulagerait. Et la deuxième chose, c'est un moment réorienter cette agriculture, ne pas être à la recherche de la productivité tout le temps, mais la réorienter sur une agriculture de meilleure qualité et sur un développement qui est beaucoup plus localisé. Voilà, remettre l'économie au service de l'humain. C'est ce pourquoi vous plaidez dans cet ouvrage, Thomas Porcher, qui vient de paraître chez Fayard, Les délaissés, ou comment transformer un bloc divisé en force majoritaire. Merci beaucoup à vous d'avoir été autour de cette grande table. Un grand merci aussi à toute l'équipe, à la programmation Oriane Delacroix, Bruno Barada et Henri Leblanc. À la préparation, Laura Dutèche-Pérez, avec l'aide précieuse de Philomène Villard et de Marceau Vassy. À la réalisation aujourd'hui, c'était Éric Lancien. Très bel après-midi à tous sur France Culture.